Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Anne-Sophie Elsif. Bonjour. Bonjour. Content de vous retrouver, chef économiste de BDO France. François Bayrou qui évoque donc la possibilité d'un référendum sur un plan de réduction du déficit de la dette pour enrayer la dérive de nos comptes publics. Bonne idée ou pas de demander aux Français de trancher? Je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée parce qu'on sait souvent qu'au référendum, on ne répond pas forcément à la question et que très souvent, on est plus en réponse à un contexte politique qu'on connaît difficile. On sait ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on n'a pas de majorité. Et donc le risque, à mon sens, surtout sur des questions comme ça aussi complexe, il va falloir poser une question qui soit quand même large, qui permette à chaque... Une ou plusieurs, mais enfin bon, en tout cas... L'avantage si on pose plusieurs questions, c'est que... C'est l'avantage si on pose plusieurs questions, mais on voit que dans la manière de poser la question, ça ne va pas être évident pour savoir justement quelle solution trouver et comment les Français vont pouvoir répondre. Et puis c'est vrai qu'on se dit, même si on pose une question, bon, les Français sont pour le désendettement, les Français sont pour avoir des finances publiques robustes, donc c'est vrai que la problématique, ce sera plus sur comment on fait. Voilà. Et ce qui est intéressant, et qu'est-ce qu'on demande, qui va faire des études, des efforts. On est tous d'accord pour limiter le déficit. Tout le monde est d'accord là-dessus. Après, quand il s'agit de savoir où il faut couper... Et qui va être impacté, c'est là où ça se corse. Qui verra ses impôts augmenter, où est-ce qu'on coupe Exactement. Le social, le militaire, l'éducation, la santé. Là, il n'y a plus personne, évidemment. Il n'y a absolument plus personne. Et donc, le risque, en plus, dans un jeu politique est quand même très, très morcelé. On pense au risque de la dissolution, on pense toujours à la présidentielle. Ça va être très difficile. Je pense que chaque parti, on l'a vu quand il y a eu la dissolution, va jouer sa carte pour dire je suis contre ou voilà, je veux tel ou tel plan. Et finalement, on ne va pas répondre à la question de base qui est comment avoir un plan de désendettement sur 10, 15, 20 ans qui soit robuste et surtout qui soit appliqué, quelles que soient les alternances politiques. François Bayrou, qui donc dans le JDD, qui parle d'un plan cohérent, des propositions claires, lisibles, pour réduire le déficit et la dette. Ça ressemblerait à quoi potentiellement ce plan ? Alors, moi, je pense qu'en effet, il faut avoir un plan de désendettement. Ça, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on voit que depuis la crise de 2010, les marchés ou même les différents partenaires européens veulent avoir des plans de désendettement. On sait qu'il y a d'autres pays qui sont dans cette situation, l'Italie, la Belgique. Au niveau international, on a aussi beaucoup de pays qui sont très endettés, le Canada, en Europe, la Chine. on est l'un des plus mauvais élèves. On est un des plus mauvais élèves avec l'Italie, tout à fait. Et en plus, on est en excédent. En dette, pas en déficit. En dette. En déficit, les Italiens, pour le coup, oui, eux... tout à fait. Et surtout, les Italiens sont en excédent primaire, ce qui est tout à fait remarquable. C'est-à-dire que quand vous retirez les charges de la dette, ils sont en excédent. Donc, s'ils n'avaient pas le problème de la dette, ils ont une bonne gestion de leurs finances publiques. Et ça, c'est vrai depuis plus de 10 ans. Donc, c'est vrai que l'Italie a une meilleure gestion que la France grâce à ce solde primaire. Nous, on est en déficit primaire également. Donc, en effet, il faudrait un plan sur, à mon sens, 10, 15 ans, mais ce plan, il doit être diversifié. C'est-à-dire qu'il doit se baser, sur plus de croissance économique. Alors, vous allez me dire, c'est un mot pieux et ça ne se décrète pas. Mais si, on peut quand même avoir des politiques d'incitation, mais en tout cas, il faut avoir de la croissance. C'est ça qui est quand même le plus efficace pour se désendetter. Donc, mais bon, on sait qu'on aura toujours des perspectives 1,5 maximum, donc on n'aura pas 2-3% de croissance, donc ce n'est pas là-dessus qu'il faut miser. Mais tout de même, en tout cas, avoir une bonne appréciation des perspectives de croissance, essayer de toujours stimuler cette croissance pour se désendetter. Ensuite, bien évidemment, il va falloir réduire des dépenses. Donc là, quelles dépenses ? On voit le dernier budget, c'est pour ça que les référendums, je ne suis pas forcément d'accord. Le dernier budget qui a été voté dans la douleur et qui était le résultat politique de qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce qu'on a sacrifié ? La recherche, l'éducation, la transition écologique. Tous les secteurs où il faut investir massivement sur les 10 prochaines années. Donc voilà, on va faire un budget, et on l'a vu le dernier budget, politique, pour répondre, on va dire, à une immédiateté, pour contenter les chapelles de tout le monde. Et c'est un budget qui n'a aucune vision, et donc qui ne va pas créer la croissance de demain qu'on a besoin pour se désendetter. De hausses d'impôts. Et aussi des hausses d'impôts, plus que des économies, puisque c'est plus facile. Donc bien évidemment, il faudra baisser les dépenses, et il faudra aussi augmenter les recettes. Il y aura en effet. Dans la dépense, sans que tout le monde hurle à juste titre, parce qu'on veut tous avoir plus d'argent pour la santé, pour l'école, pour... C'est pour ça qu'à mon sens, la grande erreur que l'on a, c'est quand on parle on va baisser de 40 milliards, on va trouver 40 milliards en 1 ou 2 ans. Ça, j'y crois absolument pas. Ce qu'il faut, c'est avoir une réduction. Il dit qu'il faut trouver 40 milliards. Ça, je n'y crois pas. Je pense que c'est beaucoup trop important en volume. Et ce qu'il faut, c'est baisser la dépense. Mais voilà, sur 10 ans, 15 ans, bon, bien sûr, il y a les mandats politiques qui fait que, voilà, on est obligé. Mais en tout cas, d'avoir une réduction de la dépense qui soit beaucoup moins importante, mais sur le long terme, où on parle de 2, 3, même 5 milliards, où là, ce sera beaucoup plus robuste, puisque trouver 40 milliards, on l'a vu dans le dernier exercice,
à part si vous voulez vraiment couper, donc c'est bien sûr la retraite, la sécurité sociale, si vraiment vous voulez faire les aides sociales, voilà, on ne veut pas toucher à ça. On va... 10%, on ne touche pas, et il a dit pas touche, sinon quoi d'autre? Aux retraités, on a dit oui, on ne touche pas, les aides sociales, on ne touche pas, oui, c'était surtout ça, les retraites, les aides sociales et la sécurité sociale, on ne touche pas. Bon, et on ne touche pas au gros des dépenses, quoi. Voilà, ça c'est le plus gros des dépenses, voilà. Et donc justement, si on veut réduire la dépense sans avoir trop d'impact sur la croissance, parce que c'est ça, l'idée c'est d'avoir une réduction des dépenses sans que ce soit récessif, ça c'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça que tout le monde est d'accord et serait d'accord pour qu'on ait un plan de moyen long terme. Personne ne demande à la France d'être en excédent en 2-3 ans. Personne. Personne veut ça. Ça c'est juste de l'échéancier politique. Mais sinon, personne ne demande ça. L'Europe, c'est 2029, je crois. C'est 2029, le but de revenir au fameux 3% de déficit. On sait très bien qu'on n'y arrivera pas. Pourquoi 3% et derrière, parce que 3%, c'est le fameux seuil du traité de Maastricht. Exactement. La dette française. Exactement. C'est les fameux 3%. Et donc, l'idée, normalement, du gouvernement, c'est d'y arriver en 2029. Nous, dans nos prévisions, on n'y croit pas. Donc, en effet, il faut faire des réductions de dépenses, mais il faut beaucoup plus aller sur le moyen long terme et faire, par exemple, 5 milliards par an. C'est déjà pas mal. On parle souvent du millefeuille administratif, on parle des collectivités territoriales, même s'il y a eu beaucoup de transferts de compétences et donc il y a eu de l'argent, les collectivités ont besoin de cet argent. Vous pouvez trouver des sources d'économie quand vous parlez de 4-5 milliards sans que ce soit récessif, mais par contre, il faut les faire chaque année sur 10 ans au lieu de faire 40 milliards sur 1 ou 2 ans. Ouais, je n'y crois 40 pas. Milliards, on ne revient pas à 3%, on est à 6 et quelques, 3%. On est encore beaucoup plus. 75 milliards, 80 milliards, pardon. On est beaucoup plus. Ça dépend aussi quelle croissance vous avez. Donc c'est pour ça, il faut. Oui. Bah oui, c'est comme ça qu'on. Donc si vous avez. Ça ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant. Pour revenir à 3%. Par contre, en effet. Donc avec 5 milliards tous les ans. Oui, mais moi, j'ai encore envie. Hein. De toute façon, vous savez très bien que je pense que vous ne ferez pas le remboursement de votre dette ou de la baisse massive du déficit de notre bien. Et ce n'est pas du tout en plus l'objectif. L'objectif, c'est de dire quoi? On réduit les dépenses de fonctionnement. On parlait des chèques énergie au moment où l'énergie a énormément baissé. Enfin, de ce genre de choses, des dépenses qui créent peu de valeur ajoutée. Et par contre, on sanctuarise les dépenses qui vont créer de la valeur à moyen long terme. On l'a dit, la recherche, l'innovation, la transition écologique, c'est exactement l'inverse que ça fait le précédent budget. Avec ça, vous avez de la croissance. Si on arrive à avoir 1,2, même 1,5% de croissance, ça permet vraiment de réduire la dette. Donc ça, c'est vraiment bien. Vous avez plus de recettes et vous pouvez vous désendetter tout en ayant un plan de baisse des dépenses sur le moyen long terme, donc qui n'est pas récessif. Sauf qu'aujourd'hui, on tend plutôt, en tout cas cette année, vers 0,5% de croissance. Oui. Si le gouvernement est à 0,7%. Oui, exactement. Et la Banque de France aussi. On est à 0,7 et on va sûrement encore baisser à cause d'investissement dans l'entreprise qui est vraiment avec une économie française qui est toujours en panne de croissance. Là. Alors, pas forcément là en ce moment en panne, ça tout à fait, mais on parle beaucoup de Donald Trump, etc., mais ça a commencé à la dissolution. C'est vraiment à l'annonce de la dissolution qu'on a une contribution de l'investissement des entreprises qui aurait dû être positive cette année et faire qu'on aurait dû avoir plus d'1% de croissance. Comme on a une contribution négative de l'investissement des entreprises, on est à 0,7. Parce qu'elles ont peur, parce qu'elles manquent de exactement. visibilité. Parce on a ça, les entreprises ont peur et elles se disent de quoi demain sera fait. Donc on gèle nos investissements alors qu'il faut investir, hein, comme vous l'avez dit précédemment, la réindustrialisation, la défense, il y a énormément de plans. Les consommateurs, parce que c'est quand même le premier moteur de la croissance française, on n'a jamais eu autant d'épargne, 18% de taux d'épargne, 3 600 milliards sur 800 milliards sur les... Pas faire la poche, mais en tout cas, si on avait au moins 2-3%, regardez le taux d'épargne avant le Covid, on était plutôt autour de 14-15. Ouais. 14-15, donc on va regarder avant le Covid. On a 2-3 points d'épargne qui ont été donnés aux consommateurs pour bien sûr les aider pendant le Covid, qui n'ont pas été utilisés et qui n'ont pas été et qui restent sur les comptes 800 milliards. Pas sur mon compte, peut-être sur le vôtre, mais pas sur le Exactement, 800 milliards sur les comptes courants. C'est un record historique. 800 milliards d'euros sur des comptes courants. Donc ils ne sont pas en assurance vie, qui ne sont pas en bonne du trésor, qui ne sont rien. Ils sont juste là. Voilà. Oui, mais si les gens ne veulent pas le dépenser, on ne va pas les obliger. Non, mais on peut créer des incitations. Ça, en économie, on aime bien créer des incitations. Comment, par exemple ? Eh bien justement, en donnant confiance et en disant si demain on a plus de croissance, alors je comprends au niveau international ça va être compliqué, mais en tout cas en disant au niveau intérieur, si déjà on a une certaine stabilité politique, ça en effet ça aiderait, hein. On le voit avec la dissolution, c'est vraiment ça qui a mis un frein à la croissance alors qu'on aurait dû avoir plus de 1% cette année. Donc François Bayrou dit vouloir demander les efforts à tout le monde. C'est ce qu'il a dit dans son interview. Qui est visé ?
Bon, ça, c'est plus des formules politiques, hein, puisque comme ça, personne n'est visé réellement. Tout le monde est visé, personne n'est visé. Tout le monde est visé, personne n'est visé. Donc là, c'est vrai que c'est assez facile. Bon, la difficulté, c'est qu'encore une fois, on l'a dit, tout le monde est d'accord pour réduire les dépenses, pour faire des économies, mais personne ne voudrait être touché. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'à mon sens, ce référendum est compliqué. Il faut mieux que ce soit la Cour des comptes ou une institution indépendante qui fasse, justement, et la Cour des comptes a commencé en disant, voilà, quelles dépenses on peut toucher sans que ce soit récessif. Et ça, c'est un travail d'une autorité indépendante comme la Cour des comptes qui doit s'y atteler. Ce n'est pas le politique qui a en effet d'autres visions que juste la baisse des dépenses publiques, malheureusement. Donc, pour ou contre un référendum, demandez l'avis aux Français, que les Français tranchent sur un plan sérieux, en tout cas, un plan lisible, détaillé, pour réduire nos déficits et stabiliser la dette publique française. Moi, je suis plutôt contre, mais par contre, ce qui est assez intéressant politiquement, c'est que si on le fait, et qu'en effet, je pense que les Français vont être majoritairement pour avoir des finances publiques viables à moyen long terme, pour la prochaine présidentielle, ce sera très compliqué pour les candidats d'éluder ce sujet en disant « je continue de faire de la dette ou du déficit, et je ne traite pas la question des finances publiques ». Donc ça pourrait être un bon moyen de mettre cette question en premier sur la table et d'essayer enfin de la traiter à moyen long terme et pas d'une façon politicienne. Non. Mais bon, on peut rêver. Ouais. En prenant un peu de hauteur, François Bayrou, il dit que si la France avait par habitant le même niveau de production que l'Allemagne ou que les Pays-Bas, les salaires seraient supérieurs de 10 à 20% et l'État disposerait de marges budgétaires autrement plus solides. Il a raison, c'est vrai. Alors, il a raison sur le taux d'emploi, en effet, qui est plus faible en France par rapport de production, il dit quoi? Alors, pas de par production. Habitant. Là, c'est plutôt le taux d'emploi. Ce qu'il y a, c'est qu'en effet, en France, les moins de 25 ans et les plus de 55 ans travaillent moins, alors que les 25-55 ans ont une très forte productivité et travaillent énormément. Et donc, en effet, notamment le taux d'emploi des 55, 65, même 70 ans, voire des 59, plus, 65 ans. Exactement, qui est beaucoup plus important dans les pays du Nord, ça vous permet d'avoir plus de personnes en activité, créer plus de richesses, plus de PIB. Mais c'était le pari un petit peu, pardon, je ne prends pas sa défense, mais c'était le pari d'Emmanuel Macron. Quand Tout à fait, c'est pour ça qu'il a augmenté. Économique était pour augmenter le taux d'emploi. Le taux d'emploi, alors ça a marché chez les jeunes, les moins de 25 ans notamment grâce à l'alternance et l'apprentissage, plus de 2 millions d'apprentis, donc ça c'est vrai que ça a eu vraiment un impact. Ça fait baisser la productivité, on nous a dit aussi. Alors après ça dépend, mais à moyen long terme, vous savez que sur la productivité, c'est le fameux dada des économistes, comment on fait pour en avoir plus avec le vieillissement, etc. C'est très compliqué. En tout cas chez les jeunes, ça a augmenté le taux d'emploi grâce à l'apprentissage, à l'alternance, et puis surtout ça permet souvent aux jeunes après d'être en emploi et d'avoir un CDI et d'avoir vraiment donc une là, activité vraiment, dont ne pas sortir. Les plus de 55 ans, 60. Par contre, en effet, sur les 55-62 ans, là, on est très en retard par rapport aux pays nordiques où les taux d'emploi sont 30-40% plus. On n'aurait plus de problème aujourd'hui de finances publiques, de comptes publics En tout cas, on en aurait beaucoup moins. Alors, c'est pas du tout parce que les gens ne veulent pas travailler, etc. On avait vraiment ce débat, malheureusement, passé pendant la réforme des retraites. Augmenter l'âge de départ, c'est ce qu'a fait le gouvernement. Et on le voit, vous voyez les derniers chiffres de l'INSEE, dès que vous augmentez l'âge de départ, plus vous avez une augmentation du taux d'emploi des seniors. Qui se décale, c'est mécanique. Vous le voyez, le dernier taux d'emploi, déjà, ça a eu un impact. Vous avez un taux d'emploi qui a augmenté de 1,8 ans. Donc déjà, les gens restent plus longtemps en emploi. Oui, parce qu'il y a un décalage de l'âge de départ. Donc c'est mécanique. Donc c'est pour ça aussi que beaucoup de pays, notamment nordiques, dans le Sud, ont fait ces réformes pour augmenter leur taux d'emploi. Donc ça fonctionne. Mais par contre, le vrai sujet, c'est vraiment de revoir la manière de travailler tout au long de la vie, que ce soit au niveau du patronat ou au niveau des syndicats, de ne pas se concentrer uniquement sur la rémunération, mais vraiment sur comment on aménage le travail tout au long de la vie et les formations. Et c'est vrai qu'en France, on est très mauvais par rapport aux pays nordiques, où quand vous arrivez dans les pays nordiques à la retraite, très souvent vous pouvez cumuler, continuer votre emploi, on va vous donner d'autres possibilités ou d'autres formations pour faire un emploi. Ils sont moins payés à l'ancienneté aussi dans les pays nordiques, ce qui fait qu'ils coûtent moins cher à la boîte. Bon, ça dépend. Dans certains secteurs, ce n'est pas forcément le cas. Donc non. Et puis les syndicats sont là et sont beaucoup plus puissants qu'en France pour justement veiller à ce que les gens soient bien payés. Donc pas forcément. Mais c'est beaucoup plus que la structuration du travail est différente. Dans les pays nordiques, vous commencez à 7 heures, mais à 15 ou 16 heures, il n'y a plus personne. Donc nous, en France, c'est exactement l'inverse. L'idée, c'est que vous travaillez beaucoup, très productif, entre 25 et 55 ans, vous donnez tout. Avant et après, il n'y a plus rien. Donc l'idée, c'est de revoir ce modèle et d'avoir une vision de travail tout au long de la vie et de l'adapter par rapport au secteur d'activité et surtout par rapport à la formation. C'est toujours un lieu commun quand je dis ça. Aujourd'hui en France, vous commencez hôtesse de caisse ou sur les chantiers à 20 ans, 30 ans plus tard, vous êtes au même poste.
Ouais. Vous avez eu 0 formation, rien du tout. Ce n'est pas du tout le cas dans les pays nordiques. Vous avez des formations, vous avez augmenté en travail, en emploi. Et donc forcément, quand vous arrivez à 55 ou 60 ans, vous avez moins de problèmes de santé et vous pouvez continuer. Donc c'est vraiment une révolution qu'on aurait dû avoir pendant le débat de la réforme des retraites. On le regrette vraiment de ne pas avoir eu ce débat, de penser le travail tout au long de la vie dans une société où on va vivre plus longtemps. Et c'est une bonne nouvelle, il faut s'en réjouir. Par contre, il faut juste s'adapter. Et là, en effet, la France est très en retard par rapport aux pays notamment nordiques. La solution, n'est pas dans de nouveaux impôts, nous a dit François Bayrou aussi ce week-end. Il a raison ou pas? Dans un pays qui est déjà... Alors voilà, le problème c'est qu'on a un taux de prélèvement obligatoire important. Alors les impôts, on parle souvent des niches fiscales, où là peut-être qu'il y a des niches qui sont plus ou moins robustes. Et d'ailleurs la Cour des comptes avait fait un très bon travail pour essayer de lister certaines qui auraient pu disparaître, notamment sur tout ce qui est logement. Donc bien sûr, il y a toujours des économies ou des améliorations à faire. Après, en effet, en ayant un taux de prélèvement obligatoire élevé, certes, économiquement, on aime bien parce qu'on se dit, comme vous avez des impôts très élevés, vous pouvez agir plus sur les dépenses. Donc c'est plus facile que des pays où vous n'avez absolument pas de niveau d'imposition. Mais c'est la conséquence, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas réaugmenter, en tout cas vous n'avez pas une marge de manœuvre folle pour réaugmenter les impôts, sinon vous allez retomber dans le ras-bol fiscal, etc., ce qui est tout à fait compréhensif. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, il faut faire des baisses de dépenses, mais qui soient beaucoup plus faibles en volume et beaucoup plus étalées dans le temps pour être moins récessives, et tout miser sur la croissance économique en ayant des budgets qui misent sur l'avenir et qui ne soient pas récessifs en sacrifiant toutes les dépenses d'avenir. Après, il y a beaucoup d'économistes de gauche qui nous expliquent, et j'entends l'argument de dire que finalement, il y a eu beaucoup de baisses d'impôts sur les entreprises, sur les particuliers, que ça a créé un trou dans les recettes fiscales. Et que voilà, ce trou dans les recettes fiscales, ce manque de recettes fiscales explique pour partie aujourd'hui notre déficit public. Alors ça dépend toujours comment vous l'interprétez. Moi, je pense que c'est faux. Certes, pour les entreprises, il y a eu des baisses d'impôts, tout à fait. Mais le grand problème, c'est qu'on était très haut par rapport aux autres. Donc c'est vrai que si vous regardez en franco-français, vous allez dire, oh là là, regardez, on a eu quasiment 80 milliards de baisses d'impôts sur les entreprises avec des aides, etc. C'est 80 milliards sur 7 ans? Plus de 7 ans, un peu plus de 10 ans, vous avez plus de 80 milliards de baisses d'impôts, avec les crédits, avec des aides. Voilà. Et donc, si on avait passé à 3% ça, de déficit aujourd'hui. Donc ça, à mon sens, c'est un calcul qui est faux. Pourquoi? Parce qu'on avait une fiscalité, notamment sur les entreprises, qui était beaucoup plus élevée que nos partenaires et européens et des pays de l'OCDE. Pas rentrer dans le rang, mais au moins être à la moyenne. L'idée, c'est au moins d'avoir le même taux d'impôt sur les sociétés que l'Allemagne, si on voulait faire l'Europe, etc. Donc, à mon sens, c'était beaucoup plus une correction pour être en adéquation avec les autres qu'une baisse massive. Certes, en franco-français, vous dites que c'est une massive. Mais c'est vrai que ça a créé un trou dans les recettes. C'est ça, exactement. Et le problème, c'est qu'il fallait en effet faire cette baisse d'impôts, ça a été bien pour les entreprises, mais que la croissance économique escomptée est toujours différée dans le temps. C'est-à-dire que vous baissez ces impôts-là, la production, vous le savez, vous n'allez pas la retirer. On voit ce qui se passe avec les tarifs de Donald Trump en 2-3 ans. Donc le problème, c'est que ce sont des politiques de moyen long terme. Cette politique de l'offre a été nécessaire et bénéfique, mais en effet, en termes de croissance, vous aurez les retombées dans plusieurs années. Et vous allez essayer de reconstruire votre tissu productif, ça prend des décennies, ça ne prend pas 3-4 ans. C'est pour ça que c'est dramatique de le détruire. Allez, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Avec Anne-Sophie Alsif, chef économiste de BDO France, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.